Ma petite amie m'a dit qu'un bel homme la voulait, alors je devrais prendre soin d'elle. Je lui ai dit d'aller avec lui. Elle a été choquée mais j'en avais assez de me battre pour son attention après des semaines où elle exhibait d'autres hommes et exigeait une validation constante. Je m'appelle Rémi et j'ai 29 ans. Je n'ai jamais été le genre de personne à partager ma vie personnelle sur Internet, mais dernièrement, j'ai l'impression d'avoir besoin d'un endroit pour trier mes pensées. Peut-être que mettre tout cela par écrit m'aidera à comprendre à quel moment notre relation a commencé à se détériorer et pourquoi j'ai fini par avoir l'impression de ne plus connaître la femme avec qui j'étais depuis presque 3 ans. J'ai rencontré Myriam à la salle de sport où je travaille comme instructeur pendant mon temps libre. Mon métier principal est avocat d'affaires, mais l'entraînement a toujours été une partie fondamentale de ma vie. Cela m'aide à évacuer le stress et me permet également de me déconnecter de la routine exigeante qu'implique ma profession. Un jour, pendant un cours collectif, elle est venue avec une amie. Elle était un peu perdue parmi les machines et avait l'air nerveuse, comme si l'endroit l'intimidait. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a fait un sourire poli, mais on pouvait voir l'insécurité dans ses yeux. Je me suis approché d'elle pour lui expliquer comment utiliser la machine sur laquelle elle se trouvait, et c'est ainsi que nous avons commencé à parler. Dès le début, Myriam était douce, affectueuse et attentionnée. Elle avait toujours une petite attention pour moi. Des messages spontanés, de petites notes dans ma boîte à lunch quand elle venait à mon appartement, même des desserts qu'elle préparait. Bien qu'elle-même ait dit qu'elle ne savait pas cuisiner. Elle n'était pas une athlète, ni n'avait un corps athlétique. En fait, elle a toujours été un peu potelée, mais cela ne m'a jamais dérangé. Son attitude, son énergie et sa façon de voir la vie étaient ce qui m'attirait vraiment. Pendant nos premiers mois, tout semblait parfait. Elle s'entraînait avec moi 3 ou 4 fois par semaine. Elle était toujours motivée et faisait de véritables efforts pour améliorer sa santé. Cependant, avec le temps, elle a cessé de venir. Au début, j'ai pensé que c'était dû à la fatigue ou au stress. Mais c'est vite devenu une chose récurrente. Elle a commencé à annuler des séances, me disant qu'elle ne dormait pas bien, qu'elle était épuisée par son travail de serveuse, ou qu'elle n'en avait tout simplement pas envie. En quelques mois, elle avait complètement quitté la salle de sport. Son poids a augmenté, et bien que cela n'ait pas changé mes sentiments pour elle, j'ai remarqué que ses insécurités sont revenues. Myriam a toujours été sensible aux commentaires sur son corps, même si je n'ai jamais abordé le sujet de manière négative. Pourtant, j'ai commencé à remarquer certains changements. Elle est devenue plus possessive. Elle a commencé à vérifier à qui je parlais, à me demander plus fréquemment où j'étais, et à devenir anxieuse chaque fois qu'une collègue faisait un commentaire innocent sur mon physique. J'ai essayé de la calmer, de lui expliquer qu'elle n'avait aucune raison de douter de moi, mais sa méfiance a grandi. Je me souviens d'une nuit où nous nous sommes disputés parce qu'une collègue du cabinet d'avocat a commenté à voix haute que j'étais discipliné dans mon entraînement. Rien de plus. Pas de double sens, pas d'insinuation. Cependant, Myriam s'est fâchée comme si elle avait entendu une déclaration d'amour. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas que d'autres femmes parlent de mon corps et qu'elle se sentait inférieure à elle. J'ai essayé de la serrer dans mes bras, de lui dire qu'elle n'avait aucune raison de se comparer, mais elle a insisté en disant qu'elle le faisait par amour et qu'elle avait peur de me perdre. J'ai entendu cette phrase de nombreuses fois qu'elle le faisait par amour, que son insécurité était une façon de protéger ce que nous avions. J'ai essayé d'être patient, mais quelque chose en moi savait que ce comportement ne pouvait pas durer à long terme. Le temps a passé et Myriam a perdu son emploi. Le restaurant où elle travaillait a réduit son personnel et elle faisait partie des personnes licenciées. Pendant ces mois de chômage, elle a recommencé à aller à la salle de sport. Elle le faisait avec plus de discipline qu'avant. Elle a perdu quelques kilos et a commencé à se sentir mieux dans son corps. J'étais fier d'elle. J'étais heureux de la voir motivée, plus confiante, plus à l'aise. Je l'ai soutenue de toutes les manières possibles, je l'ai aidée à envoyer des CV et je l'ai accompagnée aux entretiens quand elle me le demandait. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Myriam a cessé d'être possessive du jour au lendemain. Elle ne vérifiait plus mon téléphone. Elle ne me demandait plus autant ce que je faisais ou avec qui j'étais, et elle ne se fâchait plus à propos de toute interaction que j'avais avec une collègue. Au début, cela a semblé être une amélioration. J'ai pensé qu'elle trouvait un équilibre, que ses progrès à la salle de sport l'aidaient à renforcer son estime de soi. Mais bientôt, j'ai réalisé que ce calme n'était pas naturel. C'était une distance déguisée. Elle a commencé à se comporter différemment.
Elle était moins affectueuse, moins intéressée par mes routines, moins présente dans la relation. Elle ne m'envoyait plus de jolis messages le matin. Elle ne m'écrivait plus non plus quand elle savait que j'avais une journée compliquée au cabinet. Quand nous nous voyions, elle semblait distraite. Nous allions nous promener comme nous le faisions toujours, mais maintenant un étrange commentaire se répétait de plus en plus, « Mon Dieu, pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas être un peu plus discrets ? Ce gars a reluqué mes fesses. » Elle le disait naturellement, comme si elle le croyait vraiment. Je regardais autour de moi et ne voyais personne la regarder. Parfois, le supposé homme ne regardait même pas dans notre direction. Je lui demandais si elle était sûre et elle répondait quelque chose comme « Tu es un homme. Tu ne remarques jamais rien. » Les femmes remarquaient ces choses. Ce n'était pas un commentaire vantard ou séducteur, et elle ne semblait pas vouloir se montrer. C'était déroutant, comme si elle voulait que je remarque que d'autres hommes la regardaient, mais sans but précis. Au début, j'ai pensé que cela faisait partie de son insécurité. Peut-être qu'elle avait besoin d'être rassurée, mais c'est devenu fréquent et elle a commencé à dire d'autres choses. « Chérie, ça te fait quoi que ta petite amie soit devenue plus jolie que toi ?» Elle le disait en riant, et je riais aussi, pensant que ce n'était qu'une blague innocente. Mais quand les commentaires se répètent avec une telle insistance, ils cessent de ressembler à une blague. Il y a eu des nuits entières où je me réveillais et restais là à penser si c'était vraiment une blague ou si elle essayait de me dire quelque chose sans le dire ouvertement. Quand elle a finalement trouvé un emploi dans un centre d'appel, son comportement a de nouveau changé. Elle est devenue plus distante. Parfois, il lui fallait des heures pour répondre, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. Elle ne semblait pas excitée quand je lui racontais quelque chose sur ma journée. Et pourtant, elle continuait à faire ses étranges commentaires sur d'autres hommes. « Aujourd'hui, 2 gars m'ont demandé mon numéro au travail, mais bien sûr, je suis fidèle. » Elle le disait avec un sourire, comme si c'était un compliment pour elle-même. Je répondais juste « C'est bien » ou « Je comprends ». Mais à l'intérieur, cela créait un vide. Non pas parce que je pensais qu'elle me trompait, mais parce que j'avais l'impression qu'elle appréciait trop cette attention, comme si elle cherchait constamment une validation externe. La situation s'est intensifiée quand Myriam et son amie, la même avec qui elle était allée à la salle de sport la première fois, ont commencé à poster des mèmes sur les réseaux sociaux. Ce n'étaient pas des mèmes drôles ou courants. Ils étaient étranges. Un qui a attiré mon attention le plus était le mème typique du « Où sont les fidèles ?», accompagné d'une image de Bob l'éponge flottant. Dans son message, Myriam a ajouté un texte, évidemment moi, la plus fidèle. Cela m'a dérangé. Je ne comprenais pas le but du mème ni le ton. Cela sonnait sarcastique, ambigu, comme si elle insinuait quelque chose. J'ai vérifié le profil de son amie et elle commençait à poster des choses similaires, des posts sur la fidélité, sur le rejet des tentations, sur le fait d'être forte dans certaines situations. Il était clair que ces mèmes n'étaient pas occasionnels. Une nuit, je lui ai demandé directement ce qu'ils signifiaient. Je lui ai dit qu'il me semblait étrange et me mettait mal à l'aise. Elle m'a dit que j'exagérais, que ce n'était que de l'humour, que je prenais les choses trop au sérieux. Mais l'agacement dans sa voix a confirmé qu'elle n'était pas complètement honnête. Nous nous sommes disputés. Ce fut une dispute explosive, mais l'une des plus froides que nous ayons jamais eues. Elle a insisté sur le fait que je devais lui faire confiance, que nous allions bien, et que si j'interprétais des ironies là où il n'y en avait pas, c'était mon problème. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas ça, que mon malaise venait de son comportement récent, de sa distance soudaine, de la façon dont elle parlait des autres hommes, de ces mêmes qui semblaient contenir un message plus profond. Mais c'était comme parler à un mur. Cette nuit-là, nous sommes allés nous coucher sans faire de progrès. Moi dans mon appartement, elle chez elle. Nous ne nous sommes pas parlé pendant quelques jours. Et c'est là, exactement là, que j'ai ressenti pour la première fois cette sensation que quelque chose de grand se brisait. Et je ne savais pas comment l'arrêter. Après cette dispute à propos des mèmes et les jours sans se parler, la tension entre nous a grandi de manière silencieuse, inconfortable et épuisante. J'espérais que Myriam donnerait un signe clair de vouloir parler, de résoudre les choses, ou du moins d'exprimer quelque chose de sincère. Je ne demandais pas des excuses parfaites, juste un geste réel. Au lieu de cela, ce que j'ai reçu était un message froid, presque robotique, on se voit aujourd'hui. Pas de bonjour, pas de on peut parler, pas un soupçon d'émotion. Pourtant, j'ai accepté. J'ai pensé que ce serait peut-être différent en personne. Quand elle est arrivée à mon appartement,
son attitude n'était pas bien meilleure que le message. Elle m'a salué avec une étreinte éphémère, presque par obligation. Elle a marché jusqu'au canapé sans attendre que je dise quoi que ce soit et s'est installée comme si nous étions dans une routine automatique déconnectée. Nous avons mis un film, mais la vérité est qu'aucun de nous n'y prêtait attention. Elle vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes, souriant ou fronçant les sourcils comme si elle avait une conversation plus intéressante que la nôtre. J'ai essayé de l'ignorer, mais chacun de ses gestes ressemblait à une nouvelle brèche entre nous. Après un moment, sans me regarder, elle a lâché, « Chérie, j'ai l'impression que tu me traites mal ces derniers temps. Tu ne m'apprécies pas ?» J'ai levé les yeux immédiatement. Le commentaire m'a surpris. « Pourquoi dis-tu ça ?» ai-je demandé calmement. « Tu sais que je t'aime et que je t'apprécie. Je ne sais pas d'où tu tires le contraire. » Elle a éteint l'écran avec la télécommande et s'est levée lentement. Elle s'est tenue devant moi, s'est retournée et a pointé son corps de manière très théâtrale. « Regarde ça », dit-elle en se touchant, mais comme s'il s'agissait d'une marchandise exposée. « Tu sais combien ça m'a coûté ? Tu sais combien d'hommes voudraient une petite amie comme ça ? » Je suis resté silencieux pendant quelques secondes, non par peur ou surprise, mais parce que j'essayais de traiter ce qu'elle venait de faire. Ce n'était pas normal. Cela ne ressemblait pas à de l'insécurité, pas même à une blague. Cela ressemblait à quelqu'un qui avait besoin de se sentir supérieur. « Myriam », ai-je commencé en essayant d'avoir l'air neutre. « Tu es trop égocentrique. » Elle s'est retournée brusquement comme si je l'avais frappée avec cette phrase. « Égocentrique » s'est-elle exclamée. « Sérieusement ? C'est ce que tu penses de moi. » « Oui », ai-je répondu sans détour. « Je te dis ça avec affection, mais dernièrement, tu as agi comme si tout le monde devait te louer pour tout ce que tu fais, et ce n'est pas sain. » Elle a froncé les sourcils, croisant les bras. « Je vais juste te dire une chose, » dit-elle en prenant une inspiration comme si elle se préparait à lâcher une bombe. « J'ai rencontré un bel homme au travail aujourd'hui, alors tu ferais mieux de prendre soin de moi. » C'en était trop. J'ai ressenti un mélange de déception et d'épuisement traverser ma poitrine. Pendant des semaines, j'avais accumulé des frustrations, faisant bonne figure, justifiant ses commentaires, son attitude, ses allusions. Mais cette phrase prononcée avec un sourire défiant était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. « Tu sais quoi ?» ai-je répondu, la regardant droit dans les yeux. « Alors va avec lui. » Son expression a complètement changé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-elle demandé comme si elle ne pouvait pas y croire. J'ai dit, va avec lui, ai-je répété. Je m'en fiche désormais. J'en ai assez. Penses-tu vraiment être si spécial juste parce que tu as perdu quelques kilos? Est-ce que tu me dis vraiment ça, dit-elle en haussant la voix. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai amélioré? Oui, ai-je répondu sans changer de ton. Tu as fait le strict minimum pour toi-même et maintenant tu agis comme si le monde te devait quelque chose. Perdre du poids ne fait pas de toi une diva. Cela fait juste de toi une personne un peu plus saine, rien de plus. Elle a mis ses mains sur sa tête. Tu es un idiot, a-t-elle crié. J'ai changé pour toi, pour nous. Pour que tu sois fier de moi. Fier, Myriam. Je te dis depuis des mois que tu es belle, que tu es bien, que j'admire tes efforts. Que veux-tu de plus, que je te construise un sanctuaire? Tu ne peux pas vivre en t'attendant à ce que tout le monde te valide à chaque seconde. Sa respiration s'est accélérée. Elle a fait quelques pas vers moi, me pointant du doigt. Beaucoup d'hommes m'ont regardé, dit-elle. Ils m'ont dit de belles choses. Ils m'ont traité mieux que toi. Félicitations, ai-je répondu sarcastiquement. Si ce que tu veux, c'est mesurer ta valeur en fonction du nombre d'hommes qui te regardent, vas-y. Mais cela en dit plus sur toi que sur moi. Elle a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, tremblant de rage. Tu sais quoi, dit-elle. J'aurais pu écouter tous ces hommes. J'aurais pu leur donner mon numéro, mais je ne l'ai pas fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais ce horrible discours. Tu me compares à d'autres femmes. Te comparer, ai-je répété. C'est toi qui as commencé. Tu as dit que des hommes voulaient être avec toi. Tu as parlé de ce que tu as. Je t'ai juste rappelé que tu n'es pas la seule femme attirante au monde. Parce que dernièrement, il semble que tu aies oublié ça. Elle s'est figée comme si mes mots l'avaient frappée directement dans son orgueil.
Après que j'ai rejeté tant d'hommes pour toi, dit-elle d'une voix brisée. Tu me rends l'appareil comme ça, en me disant que d'autres sont meilleurs que moi. Je suis honnête, ai-je répondu. Et je te rappellerai aussi quelque chose. Je rejette aussi des femmes à la salle de sport. Des femmes qui, oui, sont physiquement plus musclées que toi. Et alors? Ça ne veut rien dire. Je ne te l'ai jamais jeté à la figure, mais tu le fais depuis des semaines. Elle a éclaté en sanglots mais a continué à se disputer, sa voix brisée mais insistante. Tu es cruel, dit-elle. Tu n'as aucune idée à quel point ça fait mal de t'entendre. Tu me détruis. Est-ce ce que tu veux? Tu veux que je me déteste? Tu veux que je tombe malade? Tu veux que je devienne boulimique ou anorexique? Est-ce ce que tu veux? Ce commentaire manipulateur m'a exaspéré. Fais ce que tu veux, ai-je lâché, épuisé. Je m'en fiche. Ce que tu dis n'est ni juste ni logique. Et je ne porterai pas tes insécurités comme si elles étaient de ma faute. Elle a secoué la tête à plusieurs reprises, comme voulant effacer la conversation. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça, a-t-elle chuchoté. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça avec moi. Je n'arrive pas à croire comment tu as changé non plus, ai-je répondu. Tu étais une femme douce, aimante, stable. Maintenant, tu es une version gonflée de toi-même qui a besoin que tout le monde l'adore. Je ne sais pas à quel moment tu t'es perdue, Myriam, mais je n'en peux plus. Elle a attrapé son sac, pleurant de manière incontrôlable. Elle a mis sa veste, répétant sans cesse, je n'arrive pas à y croire. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Elle a ouvert la porte. Mais avant de partir, elle a prononcé une dernière phrase, si seulement tu savais tout ce que j'ai abandonné pour toi. Et si seulement je savais où est passée la personne avec qui j'ai commencé cette relation, ai-je répondu. Elle est partie sans refermer complètement la porte. Je ne l'ai pas suivie. Après son départ, je me suis assis en silence, l'esprit complètement saturé. Je ne savais pas si je devais ressentir de la culpabilité, du soulagement, de la colère ou de la tristesse. Mais j'étais sûr d'une chose. Je ne voulais pas continuer une relation où je devais rivaliser avec son propre ego, ni avec l'image déformée qu'elle avait d'elle-même. Les jours suivants l'ont confirmé. Myriam a commencé à poster des mèmes dépressifs, des messages indirects, des phrases sur le fait de se sentir seule et trahie. Et non seulement cela, elle a commencé à poster des photos légèrement vêtues avec des poses exagérées, cherchant désespérément l'attention. Des messages comme « Si tu sors avec moi, parfois je veux juste me sentir désiré ». Personne ne valorise les fidèles. C'était comme voir une version brisée et incontrôlée d'elle. Et bien que notre relation ait pris fin, la voir s'exposer ainsi me retournait l'estomac. Elle n'était plus la femme confiante ou affectueuse que j'avais connue. Elle était quelqu'un qui cherchait la validation à tout prix. Et bien qu'il me fasse mal de l'admettre, ce n'était plus ma responsabilité de la sauver. Parfois, une relation ne se brise pas à cause d'une seule erreur. Mais à cause de milliers de petites blessures qui s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, il ne reste plus rien à sauver. Et bien qu'il soit douloureux de l'accepter, la personne que nous aimons le plus n'est pas toujours la personne avec qui nous devrions être. Avec Myriam, j'ai essayé de justifier chaque changement, chaque mot blessant, chaque geste qui me faisait douter de moi-même. Je me suis dit que c'était une phase, qu'elle était stressée, que je devais être plus patient. Mais la vérité est qu'elle ne voulait plus d'une relation. Elle voulait de la validation, elle voulait se sentir désirée, elle voulait que je l'admire comme si j'étais un fan et non son partenaire. Et pendant qu'elle montait, je devais descendre pour que son ego puisse tenir dans la pièce. Le jour où j'ai explosé, ce n'était pas parce que je la détestais, mais parce que je me perdais. Parce qu'au lieu d'une partenaire, j'avais quelqu'un qui mesurait sa valeur et ses likes dans le regard des autres, dans les commentaires d'autres hommes. Et cela n'allait jamais la combler. Ni avec 45 kilos de moins, ni avec un corps magnifique, ni avec un bel homme du travail. Le problème n'était pas son physique. C'était son besoin constant d'approbation, même au-dessus de notre relation. Après la rupture, la voir poster des mèmes dépressifs et des photos provocantes ne m'a pas mis en colère. Cela m'a rendu triste parce qu'alors j'ai compris que je ne me battais pas contre une petite amie difficile, mais contre une personne avec une estime de soi brisée qui avait besoin que le monde lui dise qui elle était. Aujourd'hui, je sais que je n'étais pas parfait. Je me suis énervé. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire,
et je le regrette. Mais je sais aussi que je mérite une partenaire qui ne transforme pas chaque conflit en compétition, qui ne compare pas notre amour avec l'attention d'autres hommes, qui n'utilise pas son physique comme une arme pour manipuler mes émotions. J'ai appris que l'amour ne devrait pas donner l'impression de marcher sur un champ de mines, à surveiller chaque mot pour ne pas déclencher une explosion émotionnelle. L'amour mature ne fait pas mal comme ça. Il ne vous épuise pas. Il ne vous fait pas sentir remplaçable. Parfois, laisser partir n'est pas perdre. Parfois, laisser partir, c'est enfin pouvoir respirer. Et si cette histoire m'a appris quelque chose, c'est que quand une personne commence à s'aimer à travers les yeux de tous, sauf les vôtres, alors il n'y a plus de couple, juste un reflet brisé qui essaie de trouver sa forme dans n'importe quel miroir. J'ai décidé de ne plus être ce miroir. Et bien que cela se soit mal terminé, bien qu'il y ait eu des cris, des blessures et de l'ego, au final, je suis reconnaissant d'en être sorti parce que parfois, perdre quelqu'un est la seule façon de se retrouver soi-même.